Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Et c'est encore un plaisir, madame, messieurs, de nous accueillir chez vous, comme vous le faites chaque matin. Et merci en même temps de revenir parler avec nous du Cameroun, parler avec nous des réalités qui sont les nôtres, mais surtout parler avec nous de ce qui nous concerne en général. Je voudrais naturellement rappeler que s'il y a un élément important qui nous rassemble et nous unit, oui, autour de ce qu'on pourra appeler le pain, le prix du pain depuis au moins une semaine a connu une flambée sur le marché local camerounais. Les conséquences en même temps d'une grève ou d'une crise entre l'Ukraine et la Russie sont perceptibles au Cameroun, mais surtout il est important de rappeler que le Cameroun depuis au moins 25 ans n'a rien fait pour solutionner les questions de production du blé camerounais. Et ça fait grand débat. Aujourd'hui, quelle alternative réelle pour permettre aux Camerounais de manger du pain chaque matin et des productions locales en même temps sont naturellement à interpeller. Comment comprendre qu'ils soient très nombreux au niveau du Cameroun, à Kumba, dans le sud-ouest, même dans le nord-ouest Cameroun, capables de produire des quantités importantes de pain afin de mettre ceci à disposition et que le Cameroun entier puisse en profiter véritablement. Comment ramener les réalités à une production locale pour ce qu'on appelle vulgairement le pain Kumba et permettre en même temps qu'il puisse avoir une remontée incroyable du point de vue économique avec la production du pain local. La solution alternative, comment peut-elle être pensée aujourd'hui? Les questions sont posées. À côté de ceci, on a envie de comprendre ce qui se passe exactement ce matin, depuis ce matin, pour ces images qui défilent sur les réseaux sociaux concernant la localité, si vous voulez, certaines localités dans le sud-ouest Cameroun, avec une progression rapide des cas de choléra. Ils sont très malades et ont pris bien sûr d'assaut certains centres de formation sanitaire dans le sud-est aujourd'hui. Les chiffres, on en parlera tout à l'heure. Madame, messieurs, le pire n'est-il pas à craindre avec ce qu'on appelle la maladie de la saleté, quand on sait qu'hier encore, nous célébrions la journée internationale de l'eau. L'eau au Cameroun, denrée, l'eau au Cameroun. Comment percevez-vous l'utilisation ou la mise à disposition de l'eau au Cameroun? Comment comprendre en même temps que Canwater et la CDE soient justement unis pour donner aux Camerounais l'eau véritable et qu'aujourd'hui, les Camerounais, seulement 2% peuvent parler d'eau potable? Qu'est-ce qu'on fait des 98 autres % au Cameroun? Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Charles Amel est là ce matin, Bonbon Bengan, Isabelle Carozepet et Dominique Audrey-Yengelek. Merci de nous accueillir chez vous, mesdames et messieurs. Charles Amen Bachou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour tout à fait particulier au chef de l'État qui regarde 10-12 le Zénith. Bonjour à vous, Excellence, monsieur le chef de l'État. C'est rassurant. C'est véridique. Peut-être quand on le dit à un moment donné, c'est véridique. On a l'impression que c'est la blague. C'est véridique. C'est pas rassurant, c'est véridique. Le chef de l'État regarde 10-12 le Zénith. Voilà. Merci bien. Bonjour à vous, monsieur le président de la République. Vous nous regardez. Restez focus, regardez-nous, écoutez-nous. Nous vous parlons du Cameroun. Isabelle Carozepet, bonjour. Bonjour Michel. Enfin, nous parlons du Cameroun que vous maîtrisez mieux que nous. Mais nous vous restituons les images et les réalités du Cameroun, le travail qui est supposé être fait par vos collaborateurs, on en parle. Vous m'excusez, Isabelle. Nous avons la preuve depuis le 27 février, monsieur Michel Ngachou, il faut le dire que le 27 février, le chef de l'État était assis devant son petit écran, ouais. Il regardait droit de réponse. Et c'est partant de là, monsieur Michel Ngachou, qu'il a fait bouger les lignes. Le 28 février. Le 28, c'était un lundi. Le 27. Le 28 était un lundi. Ah d'accord, le 27. 27 février, il était devant son écran. Il regardait M. Michel Ngachou. Contrairement à ce que disent les gens, les ragots, le chef de l'État regardait. Et c'est là où il a fait bouger les lignes. Il a appelé toute l'administration pour leur demander mais qu'est-ce qui se passe avec cette situation des enseignants? Régler ce problème au plus vite. Et c'est là où le 9 mars, il faut le dire, il y a eu cette réaction. Sauf que dans le compte rendu qui a été donné, nous nous sommes retrouvés au 28, M. Michel Ngachou, qui était un lundi plutôt qu'un 27. Donc il faut dire que, et ce matin encore, lorsqu'on arrivait, on a eu la certitude, le chef de l'État est devant son écran. D'accord. Monsieur le chef de l'État, vous serez renseigné sur ce qui se passe véritablement dans ce pays. On parlera bien sûr tout à l'heure du cas de ces enseignants, des injonctions qui ont été les vôtres, les directives que vous avez mises à disposition.
et on tentera de mieux vous expliquer ce qui a été retenu, ce qui a été dit jusqu'ici, sans mensonge. Et on vous restituera tous les éléments. Isabelle, rebonjour madame. Bonjour Michel, bonjour aux autres. Bonjour également à ce député Nouran. Du pain à la farine de manioc, les images font le tour sur la toile. Décidément, tout le monde a envie de voir à quoi ressemble un pain fait justement à cette farine de manioc. Parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer avec ces images. Un coup c'est faux, un coup c'est pas ça, un coup c'est ci ou c'est ça. Dans tous les cas, que ça vienne de cette personne et qu'elle parle d'un pain fait à base de farine de manioc, on est bien surpris. On en parlera tout à l'heure. Bon, Ben, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachonumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Mais vous avez semblé être surpris. C'est vous que nous avez appris ici que le chef d'État regarde l'émission. Absolument. Voilà. On a donc confirmation, moi aussi. Voilà. Donc merci, excellent chef d'État. Donc ça, l'information vous parviendra en direct. Mais sauf que il faut prendre la chicotte. C'est vous qui avez dénoncé le goulot d'étranglement et l'inertie. Tapez sur ces gens-là. On va en parler, bon Bengal, c'est important. Dominique, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Puisqu'on est dans la mouvance de le père à la maison, il nous regarde. Tout le monde peut dire ce qui le dérange. Donc il faut dire au chef de l'État que les Camerounais risquent de mourir en cascade à cause du choléra qui est en train de sévir. Et on sait que l'une des principales raisons, c'est la qualité de l'eau qu'on consomme. Non seulement nous n'avons pas d'eau au Cameroun, à côté de ça, la qualité même de l'eau qui à nous accordée laisse à désirer. Donc, il ne faudrait pas seulement s'attarder sur le cas des enseignants, il faut également se retourner vers le ministère de l'eau et de l'énergie qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à nous fournir ces services de base que sont l'électricité et l'eau. Et surtout combler le vide qu'il y a au ministère de la Santé publique, parce qu'avec le décès de Ali Mayatou qui est en charge des épidémies, des endémies, là, il faudrait combler ce vide-là. Madame, monsieur, installez-vous confortablement. Vous le savez, chaque matin, nous tentons avec vous d'expliquer, de parler des faits. Des gens ont des problèmes, des gens ont des situations, des réalités, des choses qui les tracassent au quotidien. Et ils essayent bien sûr chaque matin de partager ces faits avec nous. On les ramène ici, on en débat afin de s'éduquer, afin de s'informer, mais surtout afin de corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Merci infiniment. Dominique Audrey, l'histoire ce matin. Ce n'est pas un homme dont la femme fait les arts martiaux. Ce matin, c'est l'histoire d'une femme qui dit « Je suis avec un homme depuis plus de 10 ans. Nous avons 4 enfants. Il n'est jamais présent dans tout ce qui concerne ma famille, que ce soit les deuils, les mariages, les baptêmes, etc. Il ne fait et n'est présent pour rien du tout. Il ne m'a pas doté, mais nous avons un acte de mariage. Il n'a jamais mis son pied dans mon village. » Bon, elle précise d'où est-ce qu'elle est, je devrais le dire. Son village, ok. Elle est du sud-ouest, il est du sud-ouest, moi je suis de l'ouest. Nous avons organisé des funérailles il y a un mois, précisément dans mon village. Personne de sa famille, encore moins lui-même, ne s'est rendu. Il a donné comme raison le fait qu'on aurait pu le chasser du travail si jamais il avait été absent. Moi, je suis chez mes parents depuis quelque temps déjà. Il me dit tous les jours qu'il est prêt pour la dot, mais rien. Ce qu'on a exigé pour les funérailles venant de tous les beaux-fils, il n'a rien donné du tout. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une célébration, ma famille se tourne vers moi et me pose la question de savoir pourquoi ton mari n'est pas venu au mariage de ta sœur. Pourquoi la famille de ton mari, aucun membre de la famille de ton mari n'a été présent au deuil de ton grand-père ou de ta tante. À chaque fois, elle dit qu'elle essaye de faire une gymnastique linguistique pour pouvoir justifier l'absence de ce mari-là. Elle dit qu'ils ont fait un mariage vite fait à la mairie parce qu'elle avait obtenu une bourse pour aller faire son master à l'université à l'île Maurice. Donc, il a trouvé que c'était mieux. Le mari avait trouvé à cette époque-là que c'était bien qu'il l'épouse avant qu'elle ne parte. Donc aujourd'hui, comment... Donc elle était dotée, hein. Elle n'a pas été dotée. Elle n'a pas été dotée. Ils ont fait un mariage rapide. Comme ça, voilà. La question qu'elle pose ce matin, c'est est-ce que c'est une erreur de signer un acte de mariage avant la dot? Comment faire comprendre à sa famille sans les heurter que, en fait, mon mari, il est déconnecté de tout ce qui vous concerne, donc il ne veut pas s'ingérer dans cette histoire? Comment jouer la balance entre les deux? Fondamentalement, c'est qu'en réalité, l'homme ne s'intéresse à rien de ce qui se passe dans la famille de la femme. Absolument voilà. rien.
Il ne veut pas s'intégrer. Et c'est bien sûr, c'est dommage en réalité parce que on sait que chez nous en Afrique, lorsqu'on épouse une femme, on épouse sa famille. C'est deux familles qui se mettent ensemble de toutes les façons. Donc, à chaque fois qu'il y a des situations, il y a de l'assistance. Hein? On n'épouse pas la femme. Deux familles se mettent ensemble pour mettre les enfants en union. Voilà. C'est bien dit, Bonbon Bengal. Tout à fait. Comprenez-vous grand chose de l'histoire de ce matin? Oui, tout à fait. Elle n'est pas mariée. C'est pas violent ça? Non, mais attendez, elle pose la question pour le qu'on dise. Elle n'est pas mariée. Qui la connaît? La famille de son mari ne connaît pas qui est mariée. Elle n'est pas mariée. C'est elle qui était déjà parlé encore. Bon, maintenant, c'est à elle qu'on retourne la table. Non, ma fille, tu n'es pas mariée. Tu n'es pas mariée. Ton cœur a flashé, tu as réfléchi seul. Non, écoutez, quand on y met, on porte le problème à la réflexion individuelle. Autant de personnes il y aura, autant d'idées vont naître. Donc, vous aurez 10 personnes qui vont vous donner 10 idées différentes. Vous allez trouver un consensus comment? C'est pour ça qu'on vous dit que la vie, c'est des symboles. Comment on va en mariage? Elle n'a pas voulu respecter les règles. Elle a dit, je m'en vais. Mon gars, bon, il risque de me lober là. Si, voilà, l'île Maurice et tout, bon, il va même faire combien d'années? S'il arrive que, bon, d'accord, il a surfé, il a joué, sorti son joker. Et le gars, voilà, il n'est pas marié. Alors, elle ne peut pas avoir un espoir aujourd'hui d'être mariée convenablement, parce que si l'homme ne prend même pas la peine d'aller dans sa famille pour une quelconque situation, est-ce qu'elle n'a pas d'astuce nécessaire pour ramener son homme justement à poser cet acte? Il y en a, mais elle a épuisé les astuces, ou alors elle n'a pas voulu les utiliser. C'est-à-dire que, voilà, quand elle s'est engagée à aller à la mairie en catimini, il fallait au moins veiller que la belle-mère l'ait accepté. Maman, pour des raisons, papa, voilà, on a fait ceci. Et même de son côté, sa maman aurait pu, au moins les deux mamans, auraient pu se dire que pour des raisons ci ou ça, on te donne. Et sa famille aurait dû accepter. Et c'est à ce moment que la famille aurait dû dire, mais non, fils, parce que, bon, nous allons signer l'acte. Parce que la signature de l'acte, depuis un moment, il y a le nom du chef de famille. Absolument. Et le chef de famille ne signe même pas, mais c'est comment l'appeler, le témoin. Et le témoin qui signe. On exige les pièces. Voilà, mais on exige les pièces du chef de famille. Mais qui a représenté le chef de famille? Voilà, les témoins, vous pouvez les prendre. Justement, de dire ce matin que des mariages qui se font entre 2-3 personnes ou 4 personnes, rapidement fait, vite fait, sont dangereux. Oui, parce que les lois, en principe, doivent réguler les rapports sociaux. Mais les lois au Cameroun ne régulent pas les rapports sociaux. Les lois apportent plutôt les discordes. Surtout les lois qui encadrent le mariage au Cameroun sont source de discordes, de conflits, du tout. Ça ne règle pas. Au moment où on vous dit, tu es majeur, tu fais ci, tu fais ça, tu n'es pas marié, mais ne prends plus le problème en le soumettant à ton mari. Est-ce que ta belle-mère vit encore? Est-ce que ton beau-père est encore là? Est-ce que ton mari a une de ses soeurs ou un de ses frères avec qui il s'entend? Comment donc? En fait, maintenant, c'est toi qui dois négocier ton entrée dans cette famille. Parce que hier, tu avais pensé que les mariages, n'est-ce pas, c'est entre deux personnes. Le mariage, ça n'a jamais été deux personnes. Même en Occident, ce n'est pas deux personnes. Donc, on ne vous trompe pas. Il faut minimalement 6 personnes. Voilà pourquoi ils sont dans les divorces tout le temps. Et ils sont chez les psychiatres. Les hommes, puisque là-bas l'homme n'a plus de loi, ils sont obligés de se suicider. Au Canada, c'est très grave. Les hommes se suicident terriblement parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, on les a menti. Le mariage de personnes, c'est faux. Aujourd'hui, même avec l'homosexualité, on dit parent 1, parent 2. Vous voyez donc comment cette chaîne est en train d'être brisée. Négocie avec ta belle famille. Je sais, c'est dur, mais négocie au sein de ta belle famille. Avec qui ton mari parle, du moins cela n'est un bon accord, pour négocier
qu'on vienne te doter, mais tu n'es pas encore marié. Vous voulez faire une virgule de Dominique Audrey, me semble-t-il. Non, je suis d'accord avec Mombok. Il faudrait que la femme utilise quelqu'un qui peut avoir de l'influence sur son mari, qui pourra lui faire entendre raison. Mais il faut déjà dire qu'ils ont passé quand même 10 années ensemble. Ils ont 4 enfants déjà à leur actif. Et ça signifie qu'on ne peut pas dire que la famille ne la connaît pas. Mais Non, maintenant, on ne la connaît pas. on ne l'a pas accepté. C'est une concubine. Et bon, bon. Avec qui on a fait C'est 4 ça. enfants. On sait que notre fils vit avec une fille. Oui, C'est que, voilà. Bien sûr, on ne connaît pas. on ne l'a pas accepté. On ne l'a pas accepté. C'est ça le problème. J'imagine que la femme Ne pas doit la être connaître, ne pas l'accepter, c'est deux choses différentes. Dominique Audrey. diamétralement opposée. Voilà. Alors, ne pas l'accepter, qu'a-t-elle fait bien? Qu'est-ce qu'elle a fait pour être acceptée? Ou du moins, qu'est-ce qu'elle a fait pour être repoussée? Et question ne pas doit la se connaître, poser. ne pas la connaître à un moment donné, c'est qu'effectivement, on sait que notre fils, comme on Ah, avec une fille comme vit ça. avec une femme, mais on ne la connaît pas encore, on ne l'a pas encore intégrée. Donc, voilà. Qui intègre la fille dans la famille? Mais les familles s'intègrent en fait. Non. Ça commence par les belles-sœurs. Lorsque vous rencontrez une femme et vous voulez l'introduire chez vous, c'est à vous de la ramener et de lui dire, bon, ce week-end, ce samedi, je voudrais que tu le passes avec ma mère. Ou bien tu vas aller faire 2 semaines chez ma mère au village, ou tu vas aller, ma soeur va recevoir une réunion. Il faudrait que tu ailles l'aider, elle m'a demandé, par exemple. Donc c'est vous, les hommes, qui êtes le pont qui pourrait relier la fille, qui doit, merci maman, qui doit assurer la jonction des deux, parce que la fille vient dans un nouvel univers. Et aux femmes, on dit il faut être disposé, être ouverte d'esprit pour pouvoir vous faire accepter. C'est difficile quand on est une femme et qu'on veut rentrer dans la vie d'un homme qui a déjà des femmes dans sa vie. Entendez, sa mère, ses soeurs, ses tantes et tout ça. C'est un combat de longue haleine qui ne se terminera pas. C'est une négociation. Non, c'est pas un non, combat. bon, quand vous on dit mettez combat, ça sous forme non, de... non, dites bon. que c'est un parlementarisme à vie. Vous le prenez. Non, non, Quand parce Il y a que... d'autres femmes. combat, Non, il parlait de sa sa mère, mère, de ses ses sœurs, dessous. Non, c'est un parlementarisme à vie. Ça vous amène donc au principe de négociation. C'est ça. Ne mettez pas combat dedans. Combat de longue haleine, ça veut dire Non. que perpétuellement on est à la conquête de ceux qui sont en face. On conquiert tous les jours les belles-sœurs, tous les jours la famille. Malheureusement, cette femme, on doit la comprendre. Je peux pas passer. J'ai 10 ans de ma vie avec un homme, j'ai 4 enfants. Et lorsque ma soeur se marie, moi je vais au mariage seule. On me donne un billet couple. Mon mari ne vient jamais. Il y a un deuil chez nous. Tout le monde vient avec son mari, tout le monde. Mais le mien répond aux abonnés absents. Au final, on finit par croire que moi je suis... Le mal à quel niveau, Dominique? Pardon. Le mal à quel niveau? Vous dites quoi? Le mal à quel Qui est niveau? marié sans être Je- Donc, pose la question. moi, je suis mariée. Oui. Bon, Le moi, mal- oui, le mal à elle a quel son niveau? alliance, elle a son acte de mariage. Je suis mariée. Oui. Et il y a un deuil chez moi, vous ne venez pas. Il n'y a, Non, pas de, je- il y a pas de mal. Je pose une question bêtement. Oui, je vous C'est réponds pas comme si bêtement. je- Donc, comme si il n'y a je- pas je de n'y mal. connais pas. Il n'y a pas de mal. Non, Le s'il mal à n'y a quel pas de niveau, mal, dites-nous. on applique la réciproque. S'il n'y a pas de mal, ça veut dire que désormais, peu importe ce que vous aurez chez vous, Est-ce que vous ne vous sentez pas honoré? Vous ne vous sentez pas digne d'être femme? ça Vous veut vous dire sentez pas que mon diminué? mari ne respecte pas ma famille. Mon mari n'a pas d'estime, n'apprécie pas ma famille et estime que comme il m'a prise chez lui, comme je suis chez lui là et que j'ai 4 enfants, le reste n'existe pas. J'entends très souvent Isabelle Caron dire ici aux femmes, faites de bon casting. Oh. Est-ce qu'elle a fait ce bon casting Moi, j'ai toujours également? un problème avec ça. Comment? Parce Il y a pas de bon on casting? ne calcule pas. Ouais. On peut vous voir On quand vous êtes on là, l'a on dans ton se cœur. dit, on vous voit comme vous êtes là, on se dit non, vraiment, Michel Gachou, il parle bien, il est grand, il a des abdos, il a hein, C'est qu'il il faut, est hein. bien et tout. Et après, quand je suis dans la maison, je me Mais c'est un calcul, puisque vous n'acceptez pas tout le monde. Je Vous me avez rends compte accepté que celui-ci parce que Michel c'est les Gachou, abdos. en fait, n'est même pas Ah, le ce saut que au j'imaginais, chocolat et parce puis les que- abdos. Oui, parce que Le non, il y a son de pas- chocolat, les abdos, les Quand trucs, on dit voilà. qu'il faut faire un casting, ça veut dire qu'on se dit, bon, si celui-ci fait ça et l'autre fait ça, moi je ne veux pas un homme qui fait ça, je préfère un autre qui fait tel. Il n'y a pas... L'homme n'est pas... Quand on aime un homme ou bien quand on veut donner sa vie avec un homme, à un homme ou passer sa vie avec un homme, il y a des choses sur lesquelles on s'attarde.
Est-ce que cet homme-là a des valeurs? Est-ce que cet homme a des principes? Est-ce que cet homme est honnête, du moins de façon humainement possible? Oui, on s'attarde dessus. Casting, moi je sais pas trop ce qu'on met dedans, mais elle aura la parole, elle va nous dire ce qu'on met dans casting aujourd'hui. Elle le dit Nous parce on veut savoir. A-t-elle pris la peine Vous ne pouvez de pas savoir. On ne le peut pas type savoir. d'homme avec lequel elle souhaite On ne peut pas savoir Son ce père a genre de Elle a flashé. choses. choisi, son cœur a flashé, elle a Il a dit choisi que le type justement qui parle là, il risque de... prendre C'est elle qui est partie. une trajectoire On ne peut en allant pas. à la mairie. Donc c'est elle qui partait en signer. stage. Est-ce qu'à un moment On ne donné, peut les familles ont-elles pris le temps d'observer et se dire, Rien. est-ce que nos enfants vont ensemble? Est-ce qu'ils ont fait le ngambi comme dit Maman Bengana à un moment donné Rien. pour mieux comprendre l'avenir? Vous pensez que quelqu'un qui au départ ne vous a pas présenté un visage, il suffit que vos familles soient là pour que vous voyez le visage de cette personne? Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'avance. Il y a des choses qu'on ne prévient pas. Maintenant, si cette femme a du mal avec ça, elle devrait simplement parler avec son mari qui lui a mis l'accord de quoi avant Il qu'elle n'a n'ait même mis pas Maurice. une belle-sœur là-bas qui l'a adoptée, ça veut dire qu'elle doit avoir des problèmes. Alors, cher Amel, je me retourne vers vous pour votre analyse justement à l'histoire de ce matin. J'ai envie de comprendre. Comment peut-on prendre sur soi de faire 4 enfants avec un homme sans pour autant avoir la maîtrise à la fois de sa famille, à la fois même de l'homme, et aujourd'hui se plaindre de ce que, lorsqu'il y a des cérémonies chez vous, ne vient pas? Est-ce qu'on ne peut pas dire que cet homme serait polygame déjà, sans pour autant le dire à sa femme? Monsieur Michel Ngatou, on tourne autour du pot là. Rentrons dans le pot. Oui, oui, je suis déjà dans le pot, rassurez-vous. Vous avez premièrement des familles qui oublient que chaque individu a un orgueil. Vous avez votre orgueil en tant que Ngatou. Mombo a son orgueil en tant que Mombo. Ouais. Mombo a son orgueil. Vous avez des familles qui aiment ce qu'on appelle le japa. Dès que le gars arrive, on dit regardez là. Sa chaussure. Regardez ses chaussures. Regardez son accoutrement. C'est des choses qui se lisent. Vous avez des gens qui vivent avec la suffisance. Ils se suffisent. Quand vous débarquez dans ce genre de famille, M. Michel Ngatou, où vous voyez des individus, des brimborions, qui adoptent des attitudes du sphinx, serez-vous motivé à revenir? Expliquez-nous. Non, vous ne revenez plus. C'est la belle famille. J'ai dit vous ne revenez plus. Vous faites Vous vous retournez, Vous faites vous comment? frappez la poussière de vos pieds et vous partez. Même la Bible le dit. Qu'est-ce qui peut- À quel endroit où vous arrivez, si vous n'êtes pas bien reçu, frappez la poussière, retournez, vous frappez la poussière de vos pieds et partez. Qu'est-ce qui peut vous choquer autant? Autant. Monsieur Michel, il y a des attitudes. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui ne supportent pas. Vous avez des gens qui entrent dans votre maison, des belles familles. Parfois, les deux côtés, hein, de l'homme comme chez la femme. On entend, regarde. Vraiment, c'est ici qui vit. On a une histoire. Oui. C'est ici qui vit. Je ne mettrai plus jamais les pieds. Ici, dans quel quartier? Lorsque vous arrivez, on me regarde, est-ce qu'il a une belle montre? Est-ce qu'il a une belle chaîne? Est-ce qu'il sent bon? Est-ce qu'il est présentable? On vous évalue. C'est ça la belle famille. C'est ça. Et ce gars a été choqué, frustré par une attitude de la belle famille. Ouais. Une attitude, monsieur Michel Ngatou. Je préfère qu'on le dise. Mais écoutez, chacun donne son point de vue. Vous n'avez pas dit aurait. Non, mais j'ai dit Il y a des attitudes condescendantes parfois que les belles familles utilisent vis-à-vis du gars. Le gars dit d'accord. D'accord. Dans chaque famille, chacun a son chacun. Mais parfois, vous arrivez dans une famille, toute la famille vous repousse. Moi, j'ai connu des gens où le gars débarque dans la famille, il est dans son coin, personne ne lui parle. Personne ne parle au gars. Le gars assis dans son coin. Tout ce qu'on dit au gars, bonjour, ça va, tout va bien, oui, terminé. Même, est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu bois? On s'en fout. C'est important ce qu'on dit là. Vous avez des gens qui viennent parfois avec leur famille. On humilie la famille. Nous avons eu des histoires où le gars se plaint qu'on a humilié sa famille. Sa famille, il est à la même famille. On a humilié. Il a amené qui sont les qui disent on ne les gère pas. Et ça se voit parfois pendant les deuils. Où l'homme a sa maison de deuil. Monsieur Michel Ngatou, la belle famille ne passe même pas, comme on dit, faire le tour des maisons de deuil pour saluer. Elle ne passe pas. Le gars porte une colère et il dit, ok,
Si je suis le gars de trop dans votre famille, je préfère me retirer et vivre avec la femme. C'est la femme maintenant. C'est la femme. Au lieu de s'attaquer à son mari, elle doit donc entrer maintenant en négociation. Comment négocier? Pas en adversité, en négociation. Comment est-ce qu'on négocie? Comment doivent-ils négocier? C'est pour ça qu'ils sont dans ce cas ce matin. Dans des familles droites, dans des familles sérieuses, lorsqu'une femme a un malheur dans sa famille, on sait d'office que son mari est au courant, elle prend la peine d'appeler le chef de famille en lui disant: ouais papa, comme tu vois, je suis en deuil. Ouais papa, comme je vois, j'ai telle situation. Je t'envoie même, il y a le billet pour que tu vois même le programme des obsèques pour que tu vois. Je t'envoie le programme des funérailles pour que tu vois papa. Vraiment, il ne faut pas que tu dises seulement que c'est ton frère. Je suis aussi ta fille. Lorsque le chef de famille a pris connaissance du programme, il va appeler son fils en lui disant: écoute, nous devons nous déplacer. Elle m'a remis personnellement le billet. Nous allons gérer comment. S'il a des états d'âme, il va les verser sur son chef de famille en disant: moi je ne parle pas là parce que chaque fois il dit non. Ça c'est toi et elle. Moi elle m'a donné, en qualité de père, je dois me déplacer pour aller assister à ses obsèques, pour aller assister à ses funérailles. Donc cette négociation, et là je dis à toutes les femmes, beaucoup de femmes en entrant dans le mariage sont devenues les adversaires de toute la belle famille. Vous allez vous rendre compte que de plus en plus, monsieur Michel Ngatou, souffrez, c'est important ce que il faut qu'on s'en sorte. Les familles de plus en plus, lorsque vous arrivez à des deuils, vous ne pouvez plus distinguer la famille de la belle famille. Parce que les gens sont entrés dans les associations comme ça. Au deuil, c'est les associations. Au deuil, c'est les associations qui lavent les plats, qui gèrent. Au moment où il faut donner la parole à la famille ou la belle famille, vous verrez rarement la belle famille parler. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que les gens ont voulu masquer ces inimitiés, ces problèmes avec les histoires des associations. L'association ne joue qu'un rôle figuratif. Elle ne joue pas un rôle, monsieur Michel Ngatou, affectif. Alors, au niveau des négocier, c'est la femme de son beau-père, cette femme, chef de famille. Non, elle n'est pas encore mariée. Oui, mais enfin, elle n'est pas encore mariée. Monsieur Michel Ngatou, elle n'est pas encore mariée. D'accord. Elle a fait des enfants. Elle n'a pas encore été accepter. Quand je dis accepter dans la belle famille, le premier rituel d'acceptation, c'est de venir prendre les enfants, passer la nuit avec les enfants, dormir avec les enfants et la femme. C'est le premier rituel d'acceptation. Le deuxième rituel d'acceptation, monsieur Michel Ngatou, c'est le nom. Permettez-moi, vous avez posé une question. C'est le nom. La gestion du nom. Donner le nom à l'oncle. Donner le nom à la tante. Je dis pas tous les noms des enfants. Troisième rituel, monsieur Michel Ngatou, c'est l'invitation. Donc depuis que tu es avec ton mari, tu ne peux pas savoir que nous aussi on existe. Tu ne viens pas nous rendre visite. Envoyer la femme se reposer. Parfois, elle ne va pas quitter à côté de son mari, chasser là, va rester chez tel cousin, même 2 jours, 3 jours, prépare, va à mon. Il y a des rituels. Or, vous avez des femmes aujourd'hui qui disent: je prépare pour amener là-bas. Ce n'est pas le temps d'entrer. Même sous son propre père, certaines filles refusent, ou la propre maman, la propre amie, elle refuse de préparer en oubliant que ce que vous l'initiez aujourd'hui, demain lui sera préjudiciable. Que vous soyez vivant ou non, ça lui sera préjudiciable. Donc, cette femme gagnera à négocier tranquillement et simplement. Une femme qui négocie bien finit par être la plus heureuse. Bien parlé, cher Lamel, on le dit, enfin, quand on fait ces conseils, on ne s'adresse pas à une famille ou à certaines femmes. On s'adresse à toutes les femmes qui sont dans cette situation. Eh bien, ça convoque bien évidemment, Isabelle Carole, à une chose facile, évidente, l'humilité. L'humilité pour la femme. L'humilité qu'elle doit incarner lorsqu'elle se met en couple. L'humilité lorsqu'elle va dans une belle famille. Pas seulement pour l'homme aussi. Hein. Oui, la dame nous dit que dans la famille de cet homme-là, on ne fait pas les funérailles. Bon, c'est pas grave. Mais on parle d'humilité, Isabelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas justement la chose basique qu'on doit enseigner à nos femmes dès la naissance, afin d'avoir toujours la chance de voir ses portes ouvertes? Madame. L'humilité, tout le monde par essence, c'est humble, Michel. Mais maintenant, tout dépend aussi du contexte dans lequel on se trouve, qui peut faire en sorte qu'il y ait des dérapages. Je dirais simplement que cette femme regarde le Zénith aujourd'hui pour la première fois. Parce que si elle avait l'habitude de regarder ce programme, je ne pense pas qu'elle serait arrivée là.
Et je dis toujours aux autres, il ne faut pas commencer par la fin, il faut toujours commencer par le début. Elle a choisi de commencer sa vie amoureuse par la fin. Aujourd'hui, elle paye le lot tribut de cette situation. Parce que quand elle dit par-ci, par-là, mon mari, je veux bien comprendre de qui elle parle. En disant, mon mari, ce n'est pas votre mari parce qu'il ne vous a pas épousé. Quand on parle ici tous les jours de la dot, parce qu'en réalité, quand les deux familles s'épousent, quand les deux familles se mettent ensemble, il y a des préalables qui ont d'abord été respectés. Ça veut dire que vous avez eu le temps d'aller chez maman Georgette, chez papa tel, chez X, chez Y, vice versa. C'est-à-dire que votre mari aussi sera allé chez tel autre oncle ou chez telle autre personne. Dans tous les cas, ça crée une prise de contact, ça crée un tissu social assez fort dans votre couple. Parce que demain, il sait au moins que oui, tu as tel oncle qui est de l'autre côté, il y a tel qui est ici, il y a tel qui est là-bas. Cet homme ne connaît personne de cette famille. Cette femme également ne connaît personne de la famille de son mari. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui sont complètement dépaysées, qui se disent que, ok, d'accord, le mariage chez nous deux, on va à la mairie, on signe un acte et puis c'est tout. Et quand on écoute cette histoire, on comprend que c'est la dame qui a mis la pression au mari pour dire, épouse-moi, je veux aussi avoir une alliance à mon Avant doigt. de partir, en fait. Oui, parce que je veux sécuriser. C'est C'est elle qui voyageait, mais c'est elle qui a mis la pression à cet homme d'aller à la mairie parce qu'elle voulait avoir cette alliance et se disait qu'une fois qu'elle a ça, vraiment tout sera rose ou alors tout va se dérouler pour le mieux. Seulement aujourd'hui, elle est usée et abusée parce qu'elle a passé 10 ans aux côtés de cet homme, elle se retrouve avec 4 enfants, mais elle n'a pas une situation plutôt stable. Elle ne connaît pas la famille de l'homme et c'est un réel problème. Allez savoir si cette famille même aussi l'accepte parce qu'on peut ne pas vous avoir doté, on ne vous accepte même déjà pas. Donc, le monsieur peut même se lever un matin et dire, ok, d'accord, je vais vous épouser. Et quand il va voir sa famille lui dit, on n'a jamais été d'accord que tu épouses telle personne, donc on ne veut pas de cette femme, parce que nous, on pense que tu dois avoir tel profil de femme. Et vous verrez donc qu'elle enverra encore une histoire ici pour dire, après 10 ans avec mon mari, il m'a mis à la porte. Je ne sais comment faire. Donc, il faut qu'on fasse attention. Vous savez, quand je vous entends parler sans vous couper, le mal est profond, Isabelle Carrozzo. C'est tellement profond. Le mal est profond parce qu'on a plein de femmes qui nous regardent ce matin et qui sont dans cette situation. Oui. Alors, moi, je reviens encore convoquer l'humilité. L'humilité que la femme devrait incarner. Parce qu'en fait, si vous êtes une femme humble, même sans l'aval de votre mari, vous vous rapprochez des membres de sa famille. Vous vous demandez au moins, quelle porte la situation, je connais au moins une sœur, un frère. C'est pas une histoire où c'est la femme, c'est pas une histoire où c'est la femme qui va commencer à dire à l'homme, vraiment, on va chez tel oncle ou chez telle tante ou quoi que ce soit. Il y a un processus, le processus ici a été violé, il n'a pas été respecté et ça permet de poser la question de savoir, est-ce que cet homme aime réellement cette femme? Est-ce que votre mari vous aime, madame? Posez-vous cette question. Si on aime une femme, on ne fait pas 10 ans avec elle sans la doter. Ça veut dire que même son corps ne vous appartient pas. Si elle décède même à l'instant où on parle, elle ne pourra pas être enterrée chez cet homme. Elle n'a jamais été dotée par lui. Elle n'a jamais été acceptée par sa famille. Donc, ça veut dire que en réalité, elle ne saurait parler de mariage. Et si cet homme l'aimait également, je ne crois pas que c'est à elle de venir dire que vraiment, tu as combien de temps, tu as combien d'oncles, tu as combien de cousins. Oui, il y a des questions qu'on peut poser, mais je dis, il fallait qu'il respecte les procédures, ça n'a pas été fait. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, madame, c'est de reprendre tout à zéro. Monsieur Michel Ngatou, je ne suis pas d'accord. Ils ne se sont pas connus, ils se sont retrouvés comme ça. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème, monsieur Michel Ngatou. Vous savez, il y a des gens qui restent calmes. Vous le torturez pendant qu'il est là. Vous le torturez des rancuniers. Il garde. On aime des gars, le jour qu'on a fait la dot où le père a bu le vin, il est établi l'acte qu'aujourd'hui, voici ta femme, pas avec elle. Le gars dit, je peux prendre la parole, on dit oui. Il dit à partir d'aujourd'hui, ça, je ne veux plus jamais voir ça chez moi. Il brise le lien là. Vous avez des gens sous moi. Mais attendez, c'est pas comme si depuis 10 ans, il n'a pas connu, il connaît. Le gars connaît, que la fille nous dise qu'est-ce qui a été le choc. L'origine du choc, monsieur Michel Ngatou, qu'elle nous dise la vérité. Si elle regarde ce qu'elle dit, c'est un homme désinvolte qui s'en fout. Non, pas 10 ans, non. Oui, je dis n'importe quoi. Monsieur Michel Ngatou, le premier jour que tu la rencontres pour la côté fille, ça prend bling bling. Vous allez connaître le frère, vous allez connaître. Elle se plaint de ceci que chaque événement, il ne met pas le pied. Qu'est-ce qui a choqué cet homme? Qu'on dise la vérité. Et c'est pour ça que je dis, monsieur Michel Ngatou, lorsque vous avez quelqu'un qui entre et vous avez mesuré véritablement l'important, les premières intégrations, tout enfant qui naît dans la famille après qu'un homme soit entré, l'enfant, quel que soit le nom, porte le nom de ce nouvel étranger en signe d'intégration. Merci, c'est comme ça. Merci infiniment. Respectez-moi.
Elles sont nombreuses les femmes qui nous regardent, certainement dans cette situation. Ça fait des pleurs permanemment, de l'inquiétude également pour celles-ci. Et beaucoup d'inquiétude pour les enfants et même leur avenir. Du point de vue, on va dire, culturel et même cultuel aussi, il y a beaucoup de manquements. Alors, est-ce qu'on pourra au final se dire que les familles aussi ont une responsabilité immense en matière d'encadrement des jeunes mariés ou des mariés? Parce qu'une fois mariés, on est toujours encadré par les familles. Les familles également ont une responsabilité. Pourquoi rejeter des filles? Quelquefois, mais surtout aussi, comment est-ce qu'on les éduque afin qu'elles ne soient pas rejetées? On parle cette fois-ci de la colère, madame, monsieur. Je m'interroge ce jour sur la question de l'unicité des caisses au Cameroun. Comment comprendre le mode opératoire choisi par l'État du Cameroun? L'unicité des caisses, on prend tout, on met un seul dans un seul panier. On prend l'argent de tout, on met dans un seul panier. L'unicité des caisses, un problème véritable pour le Cameroun. Comment comprendre cette hyper centralisation des avoirs qui contredit l'idée même de décentralisation? Et on gère tout en fonction des priorités. L'unicité des caisses de l'État fragilise l'exécution de plusieurs projets dans ce pays. On met tout, on rassemble tout, on organise tout dans une seule caisse et il y a un poignet de personnes qui en définissent véritablement les priorités. L'unicité des caisses de l'État constitue un véritable goulot d'étranglement pour la décentralisation. L'unicité des caisses ne permet pas aux maires d'être efficaces malgré tous les efforts qu'ils peuvent fournir et toute l'ingéniosité. L'unicité des caisses définit l'ensemble des priorités, sauf les plus importantes, seulement celles définies par les gros gestionnaires, les décideurs de la République. Tandis que l'unité de trésorerie promet la centralisation des opérations financières de toutes les personnes publiques auprès d'une seule et unique institution étatique, la décentralisation financière prône l'autonomie financière des collectivités locales. Comment comprendre le fait que les procédures mises en place par l'État restent inefficaces en matière de collecte et de redistribution des impôts centralisés et des taxes locales? Savez-vous que les taxes collectées au niveau local sont centralisées d'après le principe d'unicité des caisses pour être redistribuées plus tard? Savez-vous que cette centralisation aveugle les taxes empêche la bonne gestion des fonds publics puisqu'il n'y a aucune transparence et aucune reddition des comptes? L'unicité des caisses, l'unité de trésorerie aboutit à ce que les fonds détenus par les comptables publics, quels qu'en soient les organismes propriétaires, soient réunis indifféremment employés pour divers services dont ces comptables sont chargés. Savez-vous que dans un contexte de crise de trésorerie, l'État est enclin de privilégier ses dépenses au détriment de celles des collectivités territoriales? Question. Il arrive donc que les fonds initialement destinés aux collectivités territoriales soient prioritairement affectés aux dépenses de l'État. Savez-vous qu'à proprement parler, la loi numéro 87, base 015 du 15 juin 1987, portant création des communautés urbaines, aujourd'hui mairie de ville, ne facilite pas les interventions des divers acteurs de la gouvernance locale, chose qui est à l'origine des conflits en fin de compte, de la cacophonie se traduisant par une inefficacité quasi totale de la ville en ce qui concerne la gestion locale. Résultat, les communautés locales à fort potentiel économique, comme Banga et Pendia, dans la région du littoral, restent sous-développées, comme les conseils locaux de Santa dans la région du nord-ouest du pays, qui restent à la traîne
en dépit de leur atout. L'unicité des caisses précise et décide véritablement que tout soit reversé dans un seul compte. Mais seulement pour sortir, c'est l'État qui en définit les priorités. D'ailleurs, nous fonctionnons sous le principe de budget-programme. Il peut avoir un programme plus important que les autres. On décide d'accéder directement à l'argent. On va dans la caisse centrale. On puise pour gérer. Tant pis pour les projets BIP. Tant pis pour les autres projets, les autres grandes ambitions lancées sur le terrain. Ça ne concerne plus. On se retourne vers le programme arrêté. Comment comprendre qu'au Cameroun, les communautés locales ne disposent pas de la liberté de fixer leur propre taux d'imposition, ne laissant de fait aucune chance de jouer sur une quelconque concurrence fiscale? Comprenez avec moi pourquoi certains, dans des conseils riches, comme le conseil de Douala-Seng, nous observons encore des projets abandonnés, des routes en mauvais état et un manque de services de base, notamment des services de collecte des déchets. Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 7, Yaoundé 6 en ont payé les frais. Aujourd'hui, l'unicité des caisses pose un problème avec des questions. Ne faudrait-il pas abandonner cette question d'unicité des caisses pour permettre véritablement à l'ensemble des projets d'arriver à maturation? Comment comprendre que les communes brillent encore par une incapacité à mobiliser des ressources à travers les mécanismes de la coopération décentralisée qui leur permettra de pouvoir accéder à des financements grâce à des partenariats noués à l'intérieur et à l'extérieur? Savez-vous qu'une grande partie des dépenses est absorbée par les services publics, frais d'administration et les salaires au détriment de l'investissement en capital? C'est la raison pour laquelle les conseils municipaux au Cameroun restent sous-développés et manquent presque de tout. Vous allez vous rendre compte que depuis l'instauration de l'unicité des caisses, les problèmes ont fait qu'aller grandissant, les problèmes ont fait qu'aller croissant, parce que les priorités, c'est ailleurs, loin de ce qui est arrêté, loin de ce qui est proposé, loin de ce qui est budgété. Une histoire simple. Regardons toutes les priorités qui ont été données à l'organisation de la CAN et comprenez pourquoi après la CAN, c'est des pleurs, c'est des larmes, un peu partout. Parler au Cameroun de la dangerosité, bien évidemment, de l'unicité des caisses, comme l'a d'ailleurs évoqué Charles-Amel Battu dans cette colère exprimée ce matin. Je voudrais également qu'on essaye ensemble de mieux comprendre les apports. Et quand on parle d'unicité des caisses, il faut simplement rappeler que tout ce qu'il y a comme recette, tout ce qu'il y a comme argent qui tourne dans l'État, on retrouve ceci dans une seule caisse. Donc, alors, il faudrait à travers les solutions trouver ou à trouver autour des problèmes posés et souhaités à être résolus par l'État du Cameroun, que l'on tente simplement de voir comment se servir de l'argent nécessaire pour pouvoir le faire. Mais maintenant, évidemment, lorsqu'on parle de l'unicité des caisses, aujourd'hui, les problèmes peuvent être résolus dans un point et ne pas être résolus dans un autre point, fondamentalement. Et pourtant, avant que l'on ne l'impose aux Camerounais, et naturellement au gouvernement camerounais, on avait une possibilité, lorsqu'il y avait un souci dans un département ministériel, de puiser l'argent dans les réserves justement de ce ministère et de solutionner les problèmes auxquels le ministère serait confronté aujourd'hui. Comment expliquer qu'au Cameroun, on soit dans l'unicité des caisses? Alors ce matin, on parle bien sûr des objectifs naturellement qui peuvent, que regorge le gouvernement camerounais, les réalités autour de cette unicité des caisses, mais surtout les conséquences incroyables. Bon, Bengan, je commence par vous, naturellement, pour vous dire que l'unicité des caisses a eu un problème, a apporté des choses très dangereuses pour le Cameroun, notamment en ce qui concerne l'autonomie administrative et financière des collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui. C'est pas possible en réalité pour beaucoup de pouvoir se rendre autonome financièrement et penser au mieux les projets des collectivités. Quel commentaire en faites-vous? Non, l'unicité des caisses au Cameroun a plombé le fonctionnement de l'État. Parce que l'unicité des caisses n'a pas pris pour orientation de construire l'État, mais plutôt de faire la politique. Mais lorsqu'on fait la politique, on devient partisan. Et lorsqu'on est partisan, ça veut dire qu'il y a des pans du développement qu'on ne va pas regarder, qu'on ne va pas financer. C'est cela, c'est ce que Dieudonné Ossomba appelle la centralisation exagérée de pouvoir. C'est-à-dire nous avons 5 000 milliards, c'est une seule personne qui décide de ce que nous ferons de ces 5 000 milliards. Et c'est lui seul qui décide de la priorité.
Vous vous rappelez l'année dernière, je pense, lorsque le syndicat des enseignants du supérieur avait réclamé le paiement des primes de recherche, le ministère de tutelle, le responsable de la communication du ministère de l'enseignement supérieur leur a dit « Oui, chers collègues, attendez un peu, le ministre des Finances a eu d'autres priorités. Donc votre argent là viendra un jour, mais on lui a inscrit d'autres priorités. » Voilà un peu, vous disiez que chaque département ministériel, en fonction de votre raisonnement, qui me semble juste, c'est que vous avez une enveloppe de telle, vous justifiez seulement comment, puisqu'en fait les lignes sont définies. Absolument. Vous justifiez comment vous dépensez. Maintenant, on leur dit, oui, on reconnaît que les primes de recherche doivent être reversées aux enseignants tous les 3 mois. On reconnaît que, vous avez raison, on reconnaît que, mais non. Alors fondamentalement, donc, ça veut dire que l'unicité des caisses instaurée et imposée au Cameroun crée... Il y a des conséquences incroyables, notamment en ce qui concerne la lenteur. Ça plombe le fonctionnement de l'État. Ça plombe le fonctionnement de l'État. On a des lenteurs à tous les niveaux. Ben, est-ce qu'il y a une possibilité de revenir, de revenir justement, on va dire, à la normale, comme c'était le cas par le passé? L'État nous a dit qu'on est dans un État unitaire décentralisé. On doit procéder donc par la décentralisation et on refuse. On refuse, pratiquement. On refuse d'entrer dans la décentralisation, c'est-à-dire que on délègue, cet argent-là doit être partagé entre les régions en fonction du, comment vous appelez ça, voilà, des besoins, mais surtout du taux, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent là-bas le taux de richesse des régions. Je prends le sud-ouest par exemple. On dit que c'est le plus grand bassin de production de cacao. Mais est-ce qu'on peut admettre que dans le sud-ouest, il n'y a pas une entreprise de transformation de cacao? C'est pas logique, c'est pas normal. On dit que les communes, voilà, je pense que c'est le président de la région, dernièrement, du conseil régional, M. Banlo, quand il a dit qu'avant, à la fin de son mandat, il va rattacher tous les départements, tous les arrondissements seront rattachés au chef-lieu de département par des routes bitumées. Et chaque département sera rattaché à la région littorale par des routes bitumées. D'accord. Il aura les moyens. Qui va lui donner les moyens? Il va faire comment pour le faire? Très bien. C'est ça. Donc c'est ça qui plombe le dos. Au point où même les APE, votre enfant au lycée d'Aqua, APE 25 000, vous payez 25 000, on est obligé d'envoyer cet argent à Yaoundé. Le proviseur du lycée d'Aqua, pour dire que j'ai 6 sixièmes, 4 5e, 2 terminales et tout, il me faut tant nombre de registres pour tant, il est obligé de faire une note, envoyer au délégué départemental, qui envoie au délégué régional, qui envoie au ministre à Yaoundé, et qui le dit ministre, envoie une copie au ministère des Finances, qui envoie à la présidence de la République, pour dire que le lycée d'Aqua a besoin de 18 registres, 4, voilà, par exemple, 2 cartons de craie. C'est incroyable. Voilà, et ça se décide. Et s'il existe que la priorité n'est pas à l'achat des registres, on va vous dire, mais vous aussi 18 registres, c'est comment? On peut vous donner 6, non? Vous vous débrouillez avec ça, c'est pas possible. Il a peut-être 18 salles de classe, il lui faut 18 registres. Et même les frais d'APE, on les envoie. Donc, ça plombe le fonctionnement. Donc, en fait, c'est le président Paul Biya, l'entrepreneur en chef, c'est lui qui gère cet argent. Alors, c'est pour ça. La décentralisation pouvait résoudre ça, mais le même dit que j'aime la main sur les 5 000 milliards là. Pourquoi même diviser ça pour envoyer aux régions? Il réfléchit encore. Alors, Isabelle Carozopet, on connaît les cas de vol, les cas de détournement de deniers publics. Et d'ailleurs, l'expression a été employée par qui on sait de voleurs à col blanc, bien connu aujourd'hui. Lorsqu'on rentre dans cette politique selon laquelle on rassemble cet argent dans une seule caisse commune, et lorsqu'il y a des problèmes, dans les lenteurs des résolutions, est-ce qu'on n'est pas reparti justement pour avoir un pays qui va stagner? Parce qu'en fait, l'unicité des caisses semble être dangereux pour l'évolution, pour la croissance même du pays dans sa globalité. Quel commentaire faites-vous? La raison pour laquelle, pour mettre simple à cela, c'est simple. On se pose la question de savoir à qui profite l'unicité des caisses.
Une fois que vous répondez à cette question, vous avez vos voleurs entre vos mains et vous pourrez les incarcérer. Unicité des caisses pour protéger certains. À qui profite l'unicité des caisses? À qui ça profite? C'est la simple question. Ça profite à qui? Quand vous répondez à ça, je crois que le problème est résolu. On peut se permettre de dire qu'on a un ministère des Finances qui a le regard sur cette unicité des caisses. Non. Parce qu'il y a un entrepreneur. Je dis n'importe Michel quoi. Ngacho. Vous avez un ministère des Finances qui gère cette unicité des caisses aujourd'hui. Non. Et si ça profiterait à quelqu'un ou à un groupe de personnes, il faut qu'on sache véritablement. Ça profite à un groupe de personnes qui sont bel et bien connues. Pourquoi les maires, par exemple, souffrent de l'unicité des caisses? Pourquoi ils souffrent de Les cela? maires d'arrondissement. Oui, pourquoi ils souffrent de cela? Parce qu'il y a des gros poissons qui se permettent vraiment de se nourrir à temps et à contre-temps. Raison pour laquelle, parlant du cas par exemple de ces maires, des projets à exécuter et tout, on est bloqué parce qu'il n'y a pas de financement. Pourtant, il y a l'argent dans des caisses. Mais ils n'ont pas le même pouvoir au même titre que les autres. Si on me parlait d'unicité des caisses, alors donner le même pouvoir à tout un chacun. Ça veut dire que si l'argent est destiné à faire tel ou tel autre projet, que chaque personne vraiment qui soit concernée par ces caisses ait la capacité à pouvoir décaisser sans qu'il y ait toute une transaction qui n'aboutit finalement à rien. C'est de ça que se plaignent ces maires aujourd'hui. Parce qu'ils disent être butés, ils disent ne pas pouvoir rentrer en possession des fonds parce que ça ne profite qu'à certaines personnes qui ont le pouvoir dessus et qui usent cela à leur fin, malheureusement. Et ça plombe le pays tout entier parce qu'en réalité, si ces personnes se servaient pour servir le peuple, peut-être qu'on se serait tué, mais se servent pour leur intérêt personnel. C'est là où le bas blesse, malheureusement. Alors, vraiment, les questions que vous posez sont tellement pertinentes, chère Isabelle Carrozopet. À qui ça profite véritablement? À qui profite l'unicité des Et caisses? si on parle d'un groupe de personnes conscientes de ce qu'on a plongé, on a plongé les mains dans les caisses de l'État, eh bien, lorsqu'il y a une unicité des caisses, en même temps, on peut au plus vite falsifier, on peut au plus vite protéger, on peut plus vite renvoyer des informations qui ne sont pas vérifiées, mais vérifiées, parce qu'en réalité, même aussi, pour avoir accès à la caisse, il y a tout un mécanisme au final. Donc, on se rend compte également que l'on confisque l'argent de tout le monde dans une seule caisse pour mieux contrôler tout le monde à travers leur argent, fondamentalement. C'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on confisque l'argent de tous les ministères, de tous les Camerounais dans une seule caisse, sachant justement qu'en ce qui concerne les priorités des Camerounais, on vous tient avec ce qui vous appartient pour pouvoir vous imposer les conduites à tenir, la ligne à suivre et marcher comme le veut ceux qui détiennent le pouvoir. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que la décentralisation soit effective, qu'elle ne soit plus seulement écrite, mais qu'elle puisse être pratique. Parce que si, justement, on avait une pluralité de caisses, je ne crois pas qu'il y aurait eu des grincements dedans. Parce qu'en réalité, au terme d'une année, chacun devrait venir et dresser simplement son bilan, faire son rapport, et à partir de là, on devrait comprendre, du moins savoir si cela a été géré comme il se doit. Mais quand les caisses, vraiment, toutes les finances ou alors tout ce qui concerne les questions financières se retrouvent dans un seul panier, vraiment, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Merci infiniment Isabelle Carrozopet, madame, monsieur. Restez sur Equinox Télévision, on va marquer une petite pause. Comme vous le savez, on reviendra et on poursuivra l'entretien autour de l'unicité des caisses au Cameroun, la dangerosité que cela représente pour le peuple entier.